spécialistes, New York 911 et Sunday Night Comedy, ce soir sur France 2. Au nord de Marseille, cette nuit, 1600 pompiers ont dû intervenir pour lutter contre le feu. 2000 habitants de Vitrolles ont été évacués et l'alerte reste maximum. Les militants anti-OGM ont procédé aujourd'hui au fauchage d'un champ de maïs transgénique, un acte de désobéissance civile devant les caméras pour alerter les pouvoirs publics. Le candidat démocrate à l'élection présidentielle John Kerry garde un léger avantage dans les sondages sur le président sortant George Bush. 48% des intentions de vote, de quoi doper les militants démocrates à la veille de la convention d'investiture de lundi à Boston. L'Américain Lance Armstrong remporte pour la 6e fois le Tour de France, une première dans l'histoire du Tour qui consacre l'écrasante supériorité du champion. Nous le recevrons à la fin de ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir. Les incendies au nord et à l'ouest de Marseille ont détruit 2500 hectares hier et aujourd'hui. Attisé par un vent violent, le feu s'est propagé entre Martigues et Marseille, puis de Vitrolles à Aix-en-Provence. 1600 sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône, mais aussi des Alpes-Maritimes, du Vaucluse, du Var, ont été mobilisés. Ce soir, l'alerte reste maximum, car on redoute évidemment des reprises de feu. Reportage Francis Mazoyer avec Benoît Jourdan. Traiter les nombreuses reprises de feu cet après-midi, une priorité absolue pour les pompiers. Cet hélicoptère loué à l'Italie a fourni un soutien précieux. Écopage dans un lac voisin, puis rotation très rapide, comme ici, au Pen Mirabeau, près de Marseille. 9 tonnes d'eau à chaque largage pour protéger des habitations. C'est une machine qui a été louée par l'État pour cette campagne. Nos collègues italiens doivent en avoir 4. L'an dernier, par exemple, j'ai vu travailler à peu près la même machine sur un feu à Bonifacio, en Corse. Et elle est d'une efficacité redoutable. Le balai des Canadaires n'a jamais cessé depuis le lever du jour, entre les temps de Berre et les collines dévastées par les flammes. 2500 hectares de pinèdes ont été détruits. Le feu de 14 km de long a épuisé les pompiers tout au long de la nuit. Ça fait plus de 24 heures qu'actuellement on lutte, donc ça commence à être relativement difficile. Et comment réagit-on quand on voit arriver les Canadaires le matin? Le matin, c'est un soulagement de voir les moyens aériens, surtout que la nuit, on est seul, les moyens terrestres, on ne sait pas trop où s'engager. Des flammes de plus de 20 mètres de hauteur. Un véritable chaudron attisé par un vent violent de 70 km/h. Pour y faire face, il y a eu jusqu'à 1600 pompiers sur le terrain. Ces soldats du feu ont tout fait pour empêcher les flammes de franchir cette départementale. De l'autre côté, des habitations susceptibles d'être menacées. Voici le départ du feu en bordure d'autoroute A7. Des enquêtes ont été ouvertes par la gendarmerie pour les 3 incendies du week-end. Les 3 départs de feu ont été faits à proximité d'axes routiers. Alors ça peut être de l'accidentel, ça peut être du criminel. Il faut attendre les analyses qui reviendront et on a souvent des délais de 2 à 3 semaines pour être plus précis quand même. 1300 pompiers vont rester mobilisés la nuit prochaine. La reprise du vent ce soir fait craindre de nouveaux incendies. Et le ministre de l'Intérieur Dominique de Villepin s'est rendu sur place pour évaluer la situation. Il a survolé la zone sinistrée et il a aussi annoncé qu'une compagnie de CRS et un escadron de gendarmes mobiles avaient été envoyés en renfort pour quadriller les zones à risque et interpeller les éventuels incendiaires. Écoutez-le. Il y a des mains criminelles qui sont derrière. Nous le voyons pour les feux qui sont déclenchés à proximité d'autoroutes. Ce sont des pertes immenses, irremplaçables. Cela veut dire que chacun doit bien mesurer les conséquences de tels actes. Dans la nuit, près de 2000 habitants de Vitrolles ont dû évacuer leur logement alors que la circulation automobile était coupée sur l'autoroute A7 entre Vitrolles justement et Salon-de-Provence. Le feu était disséminé entre différents lotissements et les pompiers se sont efforcés de protéger les villas isolées. Yann Fronty avec Paul de Genève. Il y a des gravats et tout le sang là. Tout est bon. Le moindre récipient, le moindre ustensile est réquisitionné. Ces habitants se battent avec l'énergie du désespoir. Pourtant, il n'y a plus rien à brûler ou presque. Cette nuit, le feu est venu lécher leurs habitations. C'est chaud là encore. C'est-à-dire le vent était arrivé tellement fort. On l'a vu là-bas et les flammes, le temps qu'elles montent, en 2 coups de vent, nous on n'a pas pu sortir, il y avait déjà les flammes sur nous. Hein. On a eu peur. On a eu peur et puis il y a eu la panique pour évacuer les lotissements. Hier soir, en effet,
Des centaines de résidents ont dû abandonner leur maison en catastrophe. Le vent, il redémarre. Hein. Et là, ça descend bien. En quelques heures, le feu s'est propagé aux portes de la ville. Impossible de se battre contre un ennemi insaisissable et attisé en tous sens par un violent Mistral. Il est arrivé il y a combien de temps là? Là, il n'y a même pas une demi-heure. Si tu vois que le feu ouais. Cette nuit, malgré les consignes, quelques irréductibles ont choisi de rester coûte que coûte. C'est plus fort que soi, on est obligé de... On met sa famille à l'abri et on revient. On revient faire quoi? On revient pour l'avenir. Et ce matin, difficile de résister à l'attente, à l'angoisse. Malgré l'interdiction et les barrages, par petits groupes, plusieurs dizaines d'habitants sont revenus chez eux, alors que les opérations aériennes étaient toujours en cours. Je suis venu dès que j'ai pu, mais on était obligé de venir clandestinement parce qu'ils ne veulent pas nous laisser monter. Donc on est venu par la colline, par derrière. Ce soir, de nouveaux départs de feu sont signalés. Le feu menace de redescendre, donc il faut que vous partiez. De nouvelles évacuations sont en cours dans d'autres parties de la ville. Le scénario de la nuit dernière est en train de se répéter. Allez, eh ben, prenez-la, on vous suit. Allez. Et nous retrouvons en direct du plateau de l'Arbois au PC des pompiers le colonel Luc Jourdain. Est-ce que depuis ce matin, vous êtes arrivé à maîtriser les différents foyers ? Nous sommes actuellement maîtres des différents foyers, mais qui nous inquiètent toujours, car nous avons toujours des chaudrons et des lisières très actives. Et c'est pour cela que nous maintenons pour la nuit jusqu'à demain, et même demain, un dispositif de plus de 1000 sapeurs-pompiers sur ce feu qui a tout de même parcouru 2500 hectares et qui a plus de 20 km de lisière. Donc nous sommes actuellement, je dirais, maîtres de la situation, mais nous pouvons être à tout moment déstabilisés. Et c'est pour cela que nous sommes très vigilants. Est-ce que vous redoutez justement le vent qui a un peu repris en fin d'après-midi ? Bien sûr, les sapeurs-pompiers redoutent toujours le vent qui est notre ennemi en matière de propagation, mais c'est pour cela que nous avons pris des dispositions de renforcement des dispositifs préventifs et que nous maintenons sur ce feu qui est toujours pour nous une source d'inquiétude des sapeurs-pompiers dans tous les points sensibles que vous qualifiez, d'ailleurs vous avez vous-même qualifié de chaudrons et qui sont effectivement des points très chauds et des chaudrons. Est-ce que vous avez quelques informations sur l'origine de ces foyers, criminels ou pas? Le ministre a évoqué tout à l'heure, on l'a entendu, des départs de feu volontaires. Bon, il est évident que l'enquête de police judiciaire va devoir préciser les conditions de ces mises à feu. Évidemment, elles nous paraissent, avec l'expérience, éminemment suspectes, et surtout dans leur succession et dans les conditions de mise à feu. Mais encore une fois, ce qu'il faut souligner, c'est le travail de la police judiciaire depuis l'année dernière, des enquêtes de fond, de longue durée, avec un recoupement de renseignements qui est actuellement mené pour retrouver les personnes responsables de ces mises à feu criminelles, s'il s'agit de mises à feu bien sûr criminelles. Colonel, un officier des sapeurs-pompiers a été grièvement blessé hier au visage et à la main, il est hospitalisé à Marseille, vous avez des nouvelles de son état de santé ? Je vous dirais que le capitaine Frédéric Maggiani a fait preuve d'un très grand courage sur le feu de Rove-Marseille. Il a pour cela été grièvement brûlé. Il est entouré de toute notre affection, de toute notre estime. Nous avons pu compter sur lui, il peut compter sur nous. Aujourd'hui, il est dans de bonnes mains. Nous sommes auprès de sa famille. Cela prouve que chez les pompiers, les responsables, les officiers sont avec leurs troupes, sont devant, prennent eux aussi les dangers de ce métier. Et je tiens à le saluer, comme tous les sapeurs-pompiers qui depuis maintenant plus de 24 heures sur les feux de Saucé, le Rove, Marseille et surtout bien sûr sur ce sinistre considérable de Velo-Vitrolles sont à pied d'œuvre avec, je dirais, avec vitalité et avec force. Merci colonel, et effectivement nous saluons nous aussi votre courage. Et puis j'ajoute qu'en Corse, un incendie vient de démarrer sur le GR20 dans la forêt domaniale de Bonifato, et plus de 200 randonneurs qui se trouvaient justement dans la maison forestière au point de départ du GR20 ont dû être évacués de manière préventive par les pompiers qui les ont donc fait redescendre vers Calvi. En Midi-Pyrénées, à Maineville, les écologistes, eux, ont trouvé un autre front de lutte. Ils ont organisé une opération médiatique de fauchage de maïs génétiquement modifié, vedettes du genre et caméras de télévision. Rien ne manquait à cette manifestation. Christophe Widman et David Bresse.
Hors-la-loi est fier de l'être. En moins d'une heure, le petit champ de maïs génétiquement modifié n'est plus qu'un tapis vert. Militants anonymes et têtes d'affiche de la lutte anti-OGM assument le délit et exhibent leur trophée. Une très grande majorité de Français et d'Européens ne veulent pas d'OGM dans leur assiette. Vous mettez hors la loi, et pendant que je vous parle, un gendarme vient de me prendre en photo. Je ne me mets pas hors la loi, c'est la loi qui elle-même se met hors de la société. Aujourd'hui, c'est notre devoir de citoyen d'agir dans cette action de désobéissance civile. J'assume la totalité de l'acte que j'ai commis, c'est-à-dire du pied de maïs que j'ai arraché. Déjà condamné à 3 reprises pour ce type d'action, José Bové risque cette fois 75 000 € d'amende et 5 ans de prison. Aujourd'hui, les gendarmes ont juste observé, mais ils ont aussi prévenu, des poursuites seront engagées. Menace insuffisante pour décourager les militants. Publiquement, on est venu détruire la nourriture qui risque de nous tuer demain, quoi. Le collectif des faucheurs l'a déjà annoncé, de nouvelles actions auront lieu très prochainement. Alors que le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin fait preuve d'un optimisme mesuré, notamment sur la situation économique du pays, dans une interview accordée aujourd'hui au journal du dimanche, le gouvernement s'apprête à vivre une dernière semaine de travail chargée avec Conseil des ministres lundi et motion de censure mardi à l'Assemblée. Le programme, Alexandre Carin. Lundi matin, dernier conseil des ministres avant les vacances gouvernementales. Un conseil avancé en raison du départ de Jacques Chirac pour un voyage officiel à Madagascar, puis pour l'île de la Réunion, son lieu de villégiature. L'occasion pour les ministres de prendre connaissance des arbitrages budgétaires quasi définitifs. Depuis plusieurs mois, entre Nicolas Sarkozy et Michel Alliot-Marie, c'est la guerre. Mais le 14 juillet, le chef de l'État a tranché. Le budget de la défense ne sera pas amputé. Reste à régler le cas d'autres ministres dépensiers comme François Fillon à l'Éducation nationale ou Jean-Louis Borloo qui réclame 5 milliards d'euros pour son plan de cohésion sociale. Mardi, vote pour la forme de la motion de censure contre le gouvernement déposée par le PS. Puis députés et sénateurs adopteront respectivement la loi sur la décentralisation et sur la réforme de l'assurance maladie avant de plier bagages à la fin de la semaine. Puis ce sera le temps des vacances. Seul puni du gouvernement, Philippe Douste-Blazy, qui ne quittera pas son ministère cet été. Chez les ministres aussi, la canicule est encore dans tous les esprits. En Turquie, collision entre un train et un autocar cet après-midi. 14 personnes ont trouvé la mort dans la province d'Aydin. Il y a 3 jours déjà, le déraillement de l'express Istanbul-Ankara avait causé la mort de 37 personnes. Alors que le Parti démocrate américain prépare la convention qui débute demain à Boston avec 35 000 participants, les derniers sondages accordent un très léger avantage à leur champion John Kerry avec 48% des intentions de vote. Reportage Alain Chalon. Ah, pour s'aimer, ils s'aiment et ils le montrent. Le couple n'a pas un mois. Les deux hommes ont été rivaux, mais ni l'un ni l'autre n'est avare en embrassades et accolades, au point de faire les délices des caricaturistes qui se demandent en plein débat sur les mariages gays si l'on ne devrait pas interdire les tickets du même sexe. Today, they're a new team for America. Quoi qu'il en soit, c'est désormais le tandem des deux John, Kerry et Edwards, que vendent les spots télévisés du Parti démocrate, et non plus le seul Kerry. Les spots insistent sur les racines populaires du candidat à la vice-présidence. Son père était ouvrier dans une filature, et son combat comme avocat contre les puissants. John Edwards est très bon dans les campagnes électorales, très charmeur. Il donne aussi au ticket une image populiste. John Kerry est d'un milieu très riche et privilégié. Ainsi, Edwards apporte un côté populaire qui est plus dans la ligne du message politique, de la philosophie qu'ils veulent faire passer. Accessoirement, et bien que John Kerry ait la cinquantaine, son arrivée dans le ticket démocrate donne un coup de vieux au partenaire de George Bush, l'actuel vice-président Cheney, dont l'image de néoconservateur affairiste est mauvaise. Enfin, la présence très médiatisée de deux ravissantes petites têtes blondes dans les bras de John Edwards achève de donner au candidat un côté kennedien auquel les électeurs et électrices démocrates sont toujours sensibles.
Le choix du colistier a une influence marginale sur l'électeur, 2 à 3% maximum, estiment les politologues. Mais en cas de scrutin serré, cela peut faire la différence. En Irak, au nord de Bagdad, les forces de sécurité irakiennes ont tué 13 personnes lors de violents affrontements à Bakuba. Il semble que des membres de la garde nationale irakienne aient été pris pour cible par des tireurs alors qu'ils participaient à des manœuvres aux côtés des forces américaines. Et puis par ailleurs, un soldat américain a été tué et un autre blessé par l'explosion d'une bombe au passage de leur véhicule au nord de Bagdad. Il est une communauté en Irak qui est souvent en butte à l'hostilité. Ce sont les chrétiens, jugés avec sévérité par le reste de la population, en majorité musulmane, en raison notamment de leur mode de vie. Reportage, Thierry Curté et Philippe Turpot. Quelle sera la place de la communauté chrétienne dans le nouvel Irak? La question trotte dans tous les esprits à la cathédrale de Bagdad. L'ancien régime était laïque, il s'interroge sur le prochain. À mon avis, ce n'est pas pour le bien de l'Irak qu'il ne soit pas un pays laïque. Parce que la laïcité ne veut pas dire la non-croyance en Dieu. Qu'ils soient musulmans ou chrétiens, nous croyons en Dieu. Ce magasin était chrétien, il est à vendre. D'autres résistent, il n'attire surtout pas l'attention. Ici, on vend du Pepsi, dit la devanture. À l'intérieur, on fait commerce d'alcool. Dans ces cartons, sans marque, la livraison se veut discrète. C'est dans la boutique que l'on comprend. Le commerce d'alcool a toujours été l'apanage des chrétiens. Ils voient comme un premier signe d'intolérance les attentats, les nombreuses attaques contre ces boutiques à Bagdad et dans le sud. Il y a des gens qui cherchent à créer des incidents entre les Irakiens, qu'ils soient chrétiens ou musulmans. Avant, il n'y avait pas de problème. Cela fait des milliers d'années que nous vivons ensemble. Les chrétiens étaient jusque-là éclatés en une dizaine de partis politiques. Devant la menace, ils se rassemblent pour peser. Car au-delà des vendeurs d'alcool, c'est bien leur communauté, leur mode de vie qui est en danger. Certaines personnes se présentent comme étant la loi. Et ils veulent imposer leur loi aux gens. Ils se prennent pour des juges, des avocats et des bourreaux aussi, car ils vont jusqu'à tuer. La communauté chrétienne avait jusque-là une place enviée, mais l'avenir qui se dessine va immanquablement se partager entre chiites, jusque-là exclus, et sunnites. Les chrétiens ne veulent pas être les oubliés. En Israël, colons radicaux et membres de l'extrême droite se sont mobilisés aujourd'hui contre le retrait de la bande de Gaza annoncé par Ariel Sharon. Ils étaient des dizaines de milliers à former une chaîne humaine de 90 km de long pour relier le nord de ce territoire à Jérusalem. Reportage Gérard Grisbeck et Alain Gréco. Tout le village s'est mobilisé, hommes, femmes et enfants. C'est le moment de faire entendre son point de vue, tous ensemble. Nous sommes à Koraf Yaakov, une implantation en Cisjordanie, à quelques kilomètres à peine de Ramallah, où se trouve Yasser Arafat. Mais aujourd'hui, tout le monde prend le bus pour Jérusalem. Il ne s'agit pas de se mobiliser contre les Palestiniens, mais contre le Premier ministre israélien, Ariel Sharon. Lui, il a une responsabilité, il a la responsabilité du pays, il a un certain poids, il a une pression. C'est quelqu'un qui est très pragmatique. C'est comme ça qu'il a fonctionné avant, c'est comme ça qu'il fonctionne aujourd'hui. Nous, ce qu'on souhaite, c'est nous, on n'est pas d'accord avec ça. Et on n'est pas d'accord. C'est pas sympa de rendre notre terre qui nous appartient. Je ne vois pas la France rendre l'Alsace et la Lorraine. Je ne vois pas pourquoi je rendrais Gush Katif. Gush Katif, c'est la bande de Gaza que les colons israéliens ne veulent pas abandonner. Alors, ils ont organisé une chaîne humaine, longue d'une centaine de kilomètres, de Gaza jusqu'à Jérusalem, pour dire non au plan Sharon. Ce plan prévoit le démantèlement de toutes les colonies de Gaza d'ici 1 an. Bien sûr, la chaîne humaine entre dans la vieille ville jusqu'au mur des lamentations, lieu saint pour les juifs du monde entier, pour écouter le son des trompettes anciennes qui réclament l'aide de Dieu. Le succès de cette manifestation est évidemment un avertissement pour Ariel Sharon, mais c'est aussi la confirmation qu'il existe un courant politique beaucoup plus à droite que le sien. En Espagne, les autorités ont ouvert une enquête pour essayer de comprendre pourquoi la police a mis 3 mois à retrouver la seconde voiture utilisée par les auteurs des attentats du 11 mars à Madrid. Alertés par une habitante du quartier, les policiers ont rendu le véhicule à l'agence de location où il avait été volé et, sans autre vérification, le véhicule ayant été nettoyé, de précieux indices ont donc été détruits. Le fameux autobus impérial londonien qui fête ce week-end son 50e anniversaire
va peut-être être définitivement remplacé. Le Roadmaster, avec son escalier à l'arrière et sa plateforme où l'on pouvait sauter au vol, va être remplacé par des bus à impérial plus modernes. Reportage Zinedine Boudaoud. La route n'est plus très longue pour ces autobus à impérial. L'arrêt définitif est en vue dans un an tout au plus, après 50 ans de bons et loyaux services. Le premier Routemaster, le maître de la route, a été mis en service le 24 juillet 1954. À partir des années 60, 3000 assurent le transport quotidien des Londoniens. Aux yeux du monde, ces fameux bus sont la vitrine de Londres. Pour les Anglais, c'est un des joyaux de la couronne qui disparaît. C'est une tragédie, mais c'est le progrès, n'est-ce pas? Je suis très triste. C'est une partie de notre héritage. C'est une honte de ne plus les voir sur les routes. Ce week-end, les nostalgiques étaient nombreux à Finsbury Park pour ce triste 50e anniversaire des Routmasters. Les moteurs sont récents, mais à l'intérieur, rien n'a changé. 65 personnes peuvent être transportées, en bas ou à l'étage. Et le chauffeur est assisté d'un receveur. La plupart de ces exemplaires appartiennent à des personnes privées. Celui-ci a coûté l'équivalent de 6 000 € à un Allemand il y a 10 ans. Je ne veux pas le vendre, je ne le vendrai jamais. Je ne veux vendre ni ma femme ni mon bus, c'est mon bébé. Les 500 autobus impériales encore en service dans les rues de Londres vont bientôt rejoindre dans le garage de souvenirs les fameuses cabines téléphoniques qui ont déjà quasiment disparu de la circulation. En Italie du Sud, dans la région des Pouilles, un village est classé au patrimoine de l'UNESCO grâce à ses maisons traditionnelles appelées trulli. Il s'agit de petites huttes en pierre calcaire habitées dès le 5e siècle par les bergers de la région et qui sont aujourd'hui réhabilitées. Reportage Jérôme Soulard et Romain Potoczki. Depuis des siècles, la région des Pouilles, c'est la terre des bergers italiens du Sud, rouges comme le soleil, avec ses forêts d'oliviers. Une chaleur étouffante dont les habitants se protègent depuis le 5e siècle avec ces petites maisons de pierre, les trulli. « 1500 habitations traditionnelles à entretenir. On prélève la pierre de calcaire dans le sous-sol et on lui redonne vie. Ainsi, chaque pièce est tout simplement posée l'une sur l'autre. On donne à la toiture une forme de cône. En fait, on utilise la même technique, on refait les mêmes gestes depuis toujours. Albero Bello, qui porte si bien son nom, a fini naturellement par attirer les curieux, les amoureux des belles pierres. Aujourd'hui, les touristes s'y installent donc volontiers pour quelques jours de tranquillité. C'est assez extraordinaire, on se retrouve des années, des décennies en arrière, des centaines d'années en arrière. C'est très bien. Puis il y a une qualité de vie ici en Italie, moi je trouve que c'est très agréable. On n'est pas pressé, on a le temps de bien manger. L'été dans les trulli, les touristes sont de plus en plus nombreux. Et des étrangers finissent même par s'y installer définitivement, comme Tsetse, ce peintre japonais. Aujourd'hui, Albero Bello a su garder son âme sans s'arrêter de vivre. Beaucoup d'habitants d'Albero Bello retournent aujourd'hui habiter dans leurs trulli, après les avoir abandonnés dans les années 60. Et ça, c'est vraiment positif, car cela redonne vie et dignité à tout le village. Dans les vieilles familles paysannes d'Albero Bello, on ne quitterait pour rien au monde ce petit coin de paradis. Il y a des choses comme ça, fort difficiles à expliquer. Je ne partirai d'ici pour rien au monde. Le trulli, c'est le trulli. Ni parc à touristes, ni village abandonné, Albero Bello a donc réussi son entrée dans le 21e siècle. Il est aujourd'hui classé au patrimoine de l'UNESCO. En France, l'île de Bréa, dans les Côtes d'Armor, accueille depuis 5 ans des artisans verriers. Pour les touristes, c'est l'occasion de découvrir un travail particulier, car cette nouvelle entreprise ouvre ses ateliers l'été au public. Et c'est l'occasion pour les souffleurs de verre de répondre à des demandes parfois inattendues, comme le montre ce reportage de Stéphanie Davoigneau et Michel Hiver. On connaissait l'île de Bréa pour ses côtes rocheuses, pour ses paysages cartes postales, sa fraîcheur océane. Mais il est un endroit dans l'île où l'on ne profite pas de la douceur de l'air marin. 1200 degrés à l'intérieur du four, presque 50 à l'extérieur. Nous sommes dans la verrerie de Bréa. Ici, les lunettes noires ne sont pas de la frime, mais une protection contre la luminosité. 5 verriers produisent près de 50 pièces par jour. Là, je réchauffe le verre, parce que si on attend trop, si le verre refroidit trop, il a beaucoup de chances d'éclater. Au bout de cette canne, 2 kilos de verre fondu qu'il va falloir façonner. Par le souffle d'abord, pour faire gonfler la matière.
Par les mains ensuite, protégées d'un simple papier journal humidifié. Petit à petit, le verre prend sa forme définitive et cette transformation est un spectacle. La moindre maladresse, le moindre retard et tout est à refaire. Quand vous cassez les verres, ça vous embête pas trop? Il y a des pièces sur lesquelles tu as passé beaucoup de temps et tu n'as pas envie qu'elles finissent comme ça, cassées par terre. Comme celle-ci. C'est des pièces, on est resté 1h30 dessus et elle a cassé, donc 1h30 de travail perdu. Vaisselle design ou vasolines épurées, la production suit les dernières tendances. Étrangement, c'est la vente de ces boutons de porte aux couleurs fluo qui fait vivre l'entreprise. Autre succès surprise, celui de ces verres pleins de défauts qui étaient d'abord destinés à la casse. Les gens nous faisaient une réflexion tout à fait originale pour nous et ils nous disaient que ça faisait plus artisanal. Donc plus c'est tordu, plus c'est artisanal semble-t-il. Et nous on s'était battus pour les faire droit. Ce qui fait que maintenant on les vend tous et ce sont les premiers qui partent. Isolée sur une île, la verrerie aurait pu redouter un nombre d'acheteurs limité. Mais grâce à Internet, les objets se vendent aussi loin des côtes bretonnes, jusqu'en Australie ou aux États-Unis. La dernière étape du Tour de France était cet après-midi sur les Champs-Élysées, 163 km entre Montreux et Paris, avant la grande boucle donc, entre le Jardin des Tuileries et le haut des Champs-Élysées. Reportage Julien Beaumont et Laurent Siron. Lance Armstrong devant Bernard Hinault. En remportant sa 6e victoire sur le Tour de France, il devient le premier coureur à afficher un tel palmarès. Pour son triomphe, Lance n'était pas seul à Paris, Sheryl Crow, sa fiancée, mais aussi d'autres stars. C'est un grand moment d'histoire et être présent pour cet instant exceptionnel, c'est formidable. C'est mon premier Tour de France et je peux vous dire que je suis devenu un fan de vélo et surtout de Lance Armstrong. Et c'est tous les Champs-Élysées qui avaient aussi un petit air d'États-Unis. Une étape sans enjeu pour Lance Armstrong. 163 km dont 8 passages sur les Champs-Élysées. Victoire au sprint pour Tom Boonen devant Jean-Patrick Nazon. Pour Richard Virenque, c'est aussi un jour historique. Il décroche son 7e maillot à poids, record inégalé. Moi, je suis vraiment très satisfait de ma prestation. Après 3400 km, voici le podium de ce 91e Tour de France. Armstrong, Clauden, Basso, Moreau le premier français est 12e. Et ici, tous ne se posent qu'une question. Armstrong reviendra-t-il l'année prochaine? Un Tour de France bouclé avec une moyenne de 40,5 km à l'heure, ce qui en fait tout de même le deuxième tour le plus rapide de l'histoire. Mais ce 91e Tour de France a donc consacré la supériorité de Lance Armstrong, qui devient le premier coureur à avoir remporté 6 fois de suite la grande boucle. L'Américain dépasse désormais Anquetil, Merckx, Hinault et Indurain. Et pourtant, celui qui est devenu une légende vivante aux États-Unis ne fait pas toujours l'unanimité en France. Portrait Julien Benedetto et Nathanaël de Rinxin. Imbattable, inoxydable, indétrônable. Ce soir, Lance Armstrong et ses 6 Tours de France sont sur une autre planète. On croyait l'exploit impossible, mais dans la légende du Tour, la fusée Armstrong a définitivement lâché les plus grands. Anquetil, Merckx, Hinault et Indurain avaient épuisé leur braquet dans la quête d'une 6e victoire à Paris. Le Graal sera pour l'Américain. 3 calculateurs dans ses premières campagnes, le Texan a ajouté à son triomphe un panache insoupçonné. Et là, il a voulu vraiment montrer qu'il était le patron dans ce 6e Tour de France. Et sur les étapes, les 3 dernières étapes qu'on a vécues surtout en montagne, là, il n'a vraiment pas fait de cadeau à personne et il a raison. 5 victoires d'étape cette année, l'ogre Armstrong dévore la montagne, s'élance le cannibale. Il survole l'Alpe d'Huez et pour cause, à l'entraînement en janvier sous la neige, il s'infligeait la mythique montée 7 fois d'affilée. Monstre de travail, il ne laisse que des miettes à ses adversaires. C'est pas de cadeau, pas de cadeau. Des cadeaux, la vie ne lui en a pas fait beaucoup avant. 1996, Armstrong a 25 ans quand il apprend qu'il est atteint d'un cancer. Sa guérison tient du miracle. Pour Armstrong, mourir ou perdre, c'est la même chose, alors il gagnera, c'est son destin. Une résurrection qui plaît beaucoup aux États-Unis. Ami du président Bush, icône aux États-Unis, mais en France, on frôle parfois le crime de lance-majesté. Sur les routes du Tour, l'écrasante domination de l'Américain est parfois mal perçue. Je crois que ça le rend encore plus fort. C'est quelqu'un qui va chercher beaucoup de ressources dans l'adversité et s'il sent qu'on lui en veut, à mon avis, ça doit le remonter encore un peu plus. 6 Tours de France victorieux et autant d'années de sacrifices loin de sa famille. À 33 ans,
L'heure du choix a sonné, s'arrêter en pleine gloire ou repartir pour un tour. Et nous retrouvons sur place le héros du jour, Lance Armstrong. D'abord, Lance Armstrong, félicitations pour cette magnifique 6e victoire. Vous avez gagné aussi 4 étapes de montagne. C'est un exploit que vous aviez préparé tout particulièrement cette année? Oui, comme toutes les années, le Tour, c'est la cible de mes activités, c'est le cyclisme le plus grand qui est au monde, c'est la chose qui m'excite le plus, qui m'enthousiasme le plus, et je peux vous dire que tout est allé extraordinairement bien, c'était parfait. On vous a vu tout à l'heure au pied du podium parler à quelqu'un au téléphone qui semblait vous féliciter. Est-ce que je peux vous demander si, par hasard, ça n'était pas le président américain, George Bush? Oui, exactement. C'était le président Bush qui était au téléphone. Et en fait, il était en train de regarder, et quand il m'a appelé, il était en train de regarder la cérémonie du podium, de regarder la présentation des différents maillots. Et donc, quand il y avait une petite pause entre les différentes présentations, c'est à ce moment-là qu'il m'a téléphoné. Et c'était vraiment un très, très grand honneur pour mon président qui me téléphonait comme cela. Alors, aux États-Unis, vous faites partie des 4 plus grands sportifs américains, j'allais dire, et en termes de popularité et en termes financiers. Mais est-ce que vous considérez aujourd'hui que votre popularité en France est à la hauteur des exploits que vous avez accomplis? Je ne sais pas. Franchement, je n'ai vraiment fait une enquête là-dessus, mais en France. Mais j'ai lu quelque part dans les journaux qu'ils ont voté, où ils ont dit que celui qui était le moins aimé des athlètes et que j'étais le moins aimé, numéro 3. Mais je crois que Michael Schumacher était le plus mal aimé de tous. Et là, je suis très content. Nous sommes de toute façon des athlètes, nous ne sommes pas des politiques. Et si les gens n'aime pas quelqu'un qui travaille très dur pour son sport, pour gagner de l'argent, c'est sa profession, on ne peut franchement pas grand-chose. Mais pour la plupart, les gens ont été vraiment merveilleux cet été. Pourquoi est-ce que le Tour de France est si important pour vous? C'est vraiment la reine des courses, la compétition la plus importante? Oui, très simplement, le Tour est l'événement cyclisme le plus grand du monde. Si vous allez à Los Angeles, à Sydney ou même Austin en Texas et vous dites une course cycliste, ils vont tout de suite dire c'est le Tour de France. Et si vous allez à Pékin, ils vont dire également le Tour de France. C'est vraiment non seulement une course cycliste, mais c'est un grand événement sportif. Alors est-ce que ça veut dire, Lance, que vous serez là l'an prochain et que vous participerez effectivement à une nouvelle course et peut-être avec une 7e victoire? Comme je vous le répète, c'est beaucoup trop tôt pour le dire maintenant. Il faudrait que j'aie le temps de réfléchir, de bénéficier, de goûter cette victoire avec ma famille, avec mon équipe. Et quand on regardera le calendrier pour l'année prochaine, c'est à ce moment-là que je prendrai la décision. Ce que je vous dirai que certainement je reviendrai au Tour de France. Ce ne sera pas mon dernier tour. Donc on vous reverra sur les routes de France et bienvenue. Et puis passez de bonnes vacances puisque maintenant vous allez pouvoir en profiter et vous reposer un peu. Merci Lance Armstrong d'avoir répondu à nos questions. Merci. Et ambiance sportive justement et détente à Cabourg sur la côte normande avec sa plage, son grand hôtel, ses souvenirs et son parfum proustien. Cette station un peu surannée est toujours à la mode. Elle fête cette année ses 150 ans avec toujours des fidèles. Reportage Sylvain Duchamp et Jean-Yves Blanc. Ici, le temps s'écoule lentement. Cabourg continue à cultiver cette image de vieille carte postale. Plage de sable fin et parasol, promenade de bord de mer et maison à colombage. L'histoire de la station balnéaire commence en 1854, dans un village de pêcheurs perdu au milieu des marécages. 2 promoteurs de l'époque ont découvert le site, c'est-à-dire cette immense plage de plusieurs kilomètres de sable fin, et ont estimé qu'ils pourraient créer là un nouvel établissement de bains, une nouvelle station balnéaire. La ville est construite en forme d'éventail. 13 rues convergent en direction d'un même point, le Grand Hôtel, surnommé dans les années 30 l'Hôtel de la Poule.
en raison de l'arrivée de grands joueurs sur la côte qui venaient fréquenter donc le Grand Hôtel et le casino, mais aussi les autres casinos de la côte, notamment à Deauville et Trouville, et ils mettaient en pension leur maîtresse donc au casino de Cabourg. Début des années 70, Bruno Cocatrix, alors patron de l'Olympia, devient maire de Cabourg. Les vedettes se bousculent, d'autant plus que Bruno Cocatrix les oblige presque à se produire dans la station. C'était une sorte de pèlerinage. Ils accompagnaient leur patron parisien lors de son déplacement en tant que maire l'été à Cabourg. Et c'était pour le grand bien de la vie culturelle et de l'animation de cette ville. La petite ville passe chaque été de 3 000 à environ 50 000 habitants. Mais Cabourg reste la ville du romantisme, l'endroit rêvé pour rester tendrement enlacé, les yeux remplis de mille feux. Ainsi se termine cette édition. Merci pour votre attention. À suivre la météo, Patrice Drevet. 20h55, Bernard Giraudot et Gérard Lanvin seront les spécialistes de votre soirée. Minuit 10, le dernier journal FMT. Demain matin, 7h40 dans les 4 vérités, François Baudonnet recevra le Benjamin de l'Assemblée nationale, Laurent Wauquiez. 13h, rendez-vous avec Daniel Bilayan. 20h, Carole Gessler. Excellente fin de soirée sur France 2. Bonsoir. Votre soirée sur France 2. Bernard Giraudot et Gérard Lanvin jouent les casse-coups dans un braquage plus qu'improbable. Crise de confiance au sein du 911 lorsqu'un agent est accusé de harcèlement. Retrouvez votre rendez-vous comédie avec 2 épisodes de 70's Show et Shasta. France 2. Les spécialistes, New York 911 et Sunday Night Comedy, ce soir sur France 2. Vivez un tour de rêve sur France 2 avec les matelas Simons et Berryflore.